La Russie et la Chine ont essentiellement offert à Trump un morceau de charbon, une surprise de Noël. Elles ont convoqué une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU, non seulement pour discuter du Venezuela, mais aussi pour tenter de faire adopter de véritables mesures visant à mettre fin à ce que Donald Trump fait depuis plusieurs mois: affamer, bloquer et violer le droit international à l'encontre du Venezuela. Et nous savons que cette guerre dure en réalité depuis de nombreuses années. Cette réunion était très importante, car elle met en évidence non seulement la rhétorique que nous entendons de la part de la Russie et de la Chine, mais aussi les actions concrètes qu'elle mène pour soutenir le Venezuela dans cette période extrêmement difficile pour le pays, alors que la guerre de changement de régime s'intensifie. Tout d'abord, voici la couverture du South China Morning Post. La Chine et la Russie se sont affrontées avec les États-Unis lors d'une réunion de l'ONU au sujet des saisies de pétrole du Venezuela et des pressions navales. Le Venezuela s'est tourné vers l'ONU alors que la répression pétrolière de Trump s'intensifiait, et Caracas a fait avancer une loi visant ceux qui soutiennent les blocus navals. La Chine a accusé les États-Unis à l'ONU de violer le droit international et de déstabiliser la région des Caraïbes, tandis que Washington a défendu la saisie des pétroliers vénézuéliens et promis d'intensifier la pression sur le président Nicolás Maduro. S'exprimant lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, convoquée à la demande du Venezuela et soutenue par la Chine et la Russie, Pékin a déclaré que les actions des États-Unis menées sous le prétexte de la lutte contre le trafic de stupéfiants constituaient une coercition unilatérale et un défi direct aux principes de souveraineté et de liberté de navigation. La réunion s'est tenue alors que l'administration Trump intensifiait une campagne maritime comprenant l'interception de pétroliers vénézuéliens et un important déploiement militaire américain près du Venezuela. Et je vais en fait vous montrer exactement ce qu'ont déclaré les représentants de la Russie et de la Chine. Commençons par M. Nebenzia, représentant de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. Voici ses remarques, qui démolissent littéralement le blocus de Donald Trump. A fermement condamné la saisie par les troupes américaines de pétroliers et l'imposition effective d'un blocus contre le Venezuela. Les actions des États-Unis vont à l'encontre de toutes les principales normes du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les résolutions du Conseil de sécurité et la Charte des Nations Unies elle-même. C'était donc M. Nebenzia, le représentant de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. Et voici maintenant le représentant de la Chine auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Je vais en fait le lire, car il y a de la musique en fond sonore. Allons-y. En tant qu'État indépendant, le Venezuela a le droit de développer une coopération mutuellement bénéfique avec d'autres pays et de défendre ses droits et intérêts légitimes, qui doivent être respectés et soutenus par la communauté internationale. La Chine s'oppose à tout acte d'unilatéralisme et d'intimidation et soutient tous les pays dans la défense de leur souveraineté et de leur dignité nationale. Nous nous opposons à toute personne qui viole les buts et principes de la Charte des Nations Unies et qui porte atteinte à la stabilité et à la sécurité d'autrui par la menace ou l'usage de la force dans les relations internationales, à toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures du Venezuela, sous quelque prétexte que ce soit, ainsi qu'aux sanctions unilatérales illicites et à la juridiction extraterritoriale qui n'ont aucun fondement en droit international ni autorisation du Conseil de sécurité. Nous appelons les États-Unis à écouter l'appel légitime de la communauté internationale pour cesser immédiatement toutes les actions concernées et éviter une nouvelle escalade des tensions. Nous exhortons les États-Unis à garantir la sécurité de la navigation pour les pays de la région
ainsi que la liberté et les droits qu'ils exercent en vertu du droit international. Eh bien, nous savons que les États-Unis ne vont pas répondre à cet appel. Mais il est vraiment important de se rappeler que cette rhétorique, souvent, on critique la Russie et la Chine pour ne pas en faire assez, alors qu'en réalité, la Russie et la Chine défient activement la campagne de Donald Trump en ce moment. C'est la surprise, et ils ne le feront pas, vous l'entendrez. L'administration Trump reste essentiellement silencieuse à ce sujet. Elle n'en parle pas du tout. Mais il est vraiment important de souligner que cela se produit bel et bien. Voici Danny Aifong, un ami de l'émission. Il a rapporté le 21 décembre que le pétrolier russe Hyperion était arrivé sain et sauf à Amuay, au Venezuela, où se trouve le centre de raffinage de Paraguaná, le deuxième plus grand complexe de raffinerie du monde en termes de capacité. L'Hyperion est parti d'un important port arctique russe, de plus en plus utilisé pour les exportations d'énergie à longue distance depuis les sanctions occidentales. Aujourd'hui, beaucoup de ces pétroliers russes et chinois sont appelés flottes fantômes, car ils ne disposent pas du type d'assurance détectable ou traçable par l'Occident collectif, en particulier les États-Unis. Nous n'avons pas vraiment entendu la position de la Chine sur la question de savoir si elle continue à commercer. Souvent, on entend de la propagande affirmant que la Chine ne commerce plus avec le Venezuela, qu'elle s'en est détournée. Mais les données ne semblent pas confirmer cela. En ce moment, le blocus que Donald Trump impose au Venezuela semble en réalité échouer. Des navires sanctionnés continuent de charger du pétrole vénézuélien malgré le blocus américain. Cette information provient de oilprice.com, citant Bloomberg. Au moins une demi-douzaine de pétroliers sanctionnés ont chargé du pétrole au Venezuela depuis le 11 décembre, date à laquelle les États-Unis ont intensifié la pression sur les exportations pétrolières vénézuéliennes. Le chargement de pétrole dans les ports vénézuéliens semble s'être poursuivi ces dernières semaines, à un rythme plus ou moins habituel, malgré la répression américaine contre les navires impliqués dans le commerce illicite de pétrole, selon les données disponibles. Plus tôt ce mois-ci, l'administration Trump a renforcé la pression sur Nicolás Maduro, le président du Venezuela, en désignant son régime comme organisation terroriste étrangère. Le président américain Donald Trump a également ordonné un blocus naval au large des côtes du Venezuela afin d'intercepter les navires sanctionnés se rendant vers ou venant de ce pays d'Amérique du Sud. C'est le type de juridiction extraterritoriale dont la Chine parlait. Mais il est important de rappeler qu'environ 4% des importations de pétrole de la Chine proviennent du Venezuela, et rien n'indique que cela ait cessé, pas le moins du monde. Ainsi, ces deux pays appuient leur discours par des actions concrètes, continuant à briser le blocus et refusant de laisser les États-Unis maintenir cette juridiction extraterritoriale. Et c'est vraiment important, car, souvenez-vous, depuis combien d'années le Venezuela est-il sous sanctions? Elles se sont vraiment intensifiées en 2014-2015, mais en 2017-2018, sous Trump, elles ont explosé. Jeffrey Sachs et Mark Weisbrot ont rédigé un rapport marquant montrant que 40 000 Vénézuéliens, en seulement 2 ans, je crois que c'était de 2017 à 2018, ont péri. Ils sont morts de causes entièrement évitables si les sanctions avaient permis l'entrée de certains produits dans le pays, des produits que la Chine et la Russie ne peuvent pas forcément fournir, car il y a toujours une certaine incompatibilité ou un manque de capacité à approvisionner certains types de matériaux. Et c'est pour cela que les sanctions continuent de causer beaucoup de tort. Mais le Venezuela tient toujours debout, parce que la Chine et la Russie continuent de lui apporter leur soutien. Cet appui au Conseil de sécurité de l'ONU, cette réunion,
a été d'une importance cruciale. Et c'est très important, car les États-Unis semblent se préparer, dans une certaine mesure, à la guerre. On apprend maintenant que l'administration Trump déploie des forces militaires spécialisées d'intervention rapide à portée du Venezuela. Le département de la Défense a indiqué avoir déployé un avion conçu pour transporter des forces d'opération spéciales, des troupes et du matériel, dans le cadre d'un renforcement militaire en cours dans les Caraïbes, qui pourrait annoncer des frappes imminentes contre Nicolás Maduro au Venezuela. La Maison-Blanche et le Pentagone ne commentent pas ces développements, mais lundi, Trump a vanté une imposante armada formée dans les Caraïbes et a suggéré que les États-Unis commenceraient également à déployer des forces terrestres dans la région, déclarant « Bientôt, nous lancerons le même programme sur Terre ». Le Wall Street Journal a rapporté mardi qu'au moins 10 avions convertibles CV-22 Osprey, utilisés pour le transport des forces spéciales, étaient arrivés dans le théâtre caribéen depuis la base aérienne de Cannon, au Nouveau-Mexique. Le journal a également indiqué que des avions cargo C-17, en provenance des bases de Fort Stewart et de Fort Campbell, étaient arrivés à Porto Rico lundi. Le déploiement de ces appareils indique que des unités d'élite américaines participeront au renforcement des forces contre le Venezuela. Maduro, quand on y regarde de plus près, j'ai reçu Greg Stoker, ancien ranger de l'armée américaine, dans cette émission, et il avait dit que cela allait se produire exactement ainsi. Il avait expliqué que les forces spéciales allaient être impliquées, qu'il y aurait peut-être une campagne de frappe limitée pour soutenir les forces spéciales dans la réalisation d'exercices de terreur sur le terrain, destinés à déstabiliser, cibler et décapiter Nicolás Maduro sans avoir à mener une guerre totale. Mais cela prend du temps. Les annonces arrivent et le Venezuela a le temps de se préparer et a déjà pris les mesures nécessaires. Les conséquences pourraient être graves. Mais il faut se poser la question, pourquoi la Russie et la Chine s'intéressent-elles autant au Venezuela? Pourquoi le Venezuela est-il si important pour la Russie et la Chine? Parce qu'on n'en parle pas assez. Mais maintenant, en réalité, et c'est important, les grands médias occidentaux en parlent. Ils en parlent principalement à cause de la récente stratégie de sécurité nationale de l'administration Trump, publiée plus tôt en décembre, qui affirmait clairement que la doctrine Monroe, ou plutôt, pour être précis, un corollaire de la doctrine Monroe, était désormais réaffirmée et appliquée. Cela signifie que l'Amérique latine, le soi-disant hémisphère occidental, allait de nouveau passer sous la domination des États-Unis afin d'empêcher la Russie et la Chine d'exercer la moindre influence dans la région. C'est pourquoi nous voyons de plus en plus de rapports à ce sujet que nous allons examiner ici maintenant. Voyons ce que DW avait à dire, d'accord? Voyons ce que les grands médias occidentaux avaient à dire. Quel intérêt la Chine et la Russie ont-elles au Venezuela? Car le président américain Donald Trump continue d'accroître la pression sur le Venezuela. Et il y a un élément géopolitique dans ce conflit. Quel intérêt la Chine et la Russie ont-elles dans ce pays? Et c'est là que c'est amusant. Voici comment il présente les choses. Au lieu de se demander pourquoi la Russie et la Chine s'associent au Venezuela, ou quels sont leurs intérêts politiques ou économiques qui rendraient ce partenariat naturel, voire normal, on présente la question ainsi. Quel intérêt ont-ils dans le pays? Cela signifie qu'il suggère que ces intérêts pourraient être néfastes, dominateurs ou liés à une ingérence. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. C'est simplement une projection de ce que les États-Unis font réellement. Mais voici ce que DW a déclaré. Les experts divergent dans leur évaluation du rôle du Venezuela dans le trafic de drogue, mais tous s'accordent à dire que les exportations de pétrole sont vitales pour le pays.
Avec une économie en ruine, le Venezuela repose sur les plus grandes réserves de pétrole au monde, estimées à 300 milliards de dollars. Cependant, l'intensification du conflit entre les États-Unis et le Venezuela ne peut pas s'expliquer uniquement par le pétrole, et nous allons y venir dans un instant. De nombreux autres intérêts sont en jeu, y compris ceux des États-Unis. Les deux autres grandes puissances mondiales, la Chine et la Russie, poursuivent également leurs propres objectifs dans le pays. Ce que cela signifie vraiment, c'est que le corollaire de la doctrine Monroe sous l'administration Trump consiste à empêcher la Russie et la Chine d'intervenir. Mais ils affirment que ces pays poursuivent leurs propres objectifs au Venezuela plutôt que de s'y associer. Alors, quels sont les objectifs de la Chine? DW indique que le pétrole vénézuélien représente environ 4% des importations pétrolières de la Chine, mais cette part est en augmentation. Reuters a cité deux analystes de marché qui ont estimé que les volumes d'importation quotidiens maximaux avaient atteint de nouveaux records en décembre 2024. La Chine devrait importer plus de 600 000 barils par jour en provenance du Venezuela, soit la majorité de la production quotidienne du pays. Et encore une fois, je l'ai dit, il n'y a aucune indication, absolument aucune, que ce rythme ait ralenti le moins du monde. La Chine n'a en réalité jamais respecté les sanctions américaines, même si ce n'est pas toujours facile de les enfreindre. Cela dépend de la situation, des matériaux et des coûts en jeu. Certains facteurs rendent difficile pour la Chine de les contourner parfaitement à chaque fois. Mais la Chine le fait avec la RPDC. Elle entretient une relation commerciale assez solide avec la RPDC, le Venezuela et Cuba. Je pourrais continuer longtemps. Et la Russie est dans la même situation. La Russie, bien sûr, est actuellement le pays le plus sanctionné au monde, et ces sanctions n'ont pas été réduites par Donald Trump, rappelons-le. Pour la Chine, le Venezuela est une source de pétrole importante, principalement parce que cela renforce son indépendance énergétique dans le contexte de la lutte mondiale pour les matières premières. Le mélange de pétrole mer et du Venezuela est particulièrement bien placé pour cela, et l'Occident l'a sanctionné. En retour, beaucoup d'argent chinois afflue vers le Venezuela, notamment sous forme de crédit. On estime que Caracas est endetté envers Pékin à hauteur de 60 à 70 milliards de dollars. Le Venezuela constitue également un marché pour la technologie chinoise. Ses armements sont fabriqués en Chine et son infrastructure de télécommunications repose largement sur des composants chinois. Voilà, c'est bien ce que je disais. Même les médias occidentaux traditionnels vous diront que la Chine développe l'économie du Venezuela malgré les sanctions. C'est extrêmement important. C'est pour cela que le Venezuela peut résister à cette offensive. Et c'est aussi pourquoi il est essentiel de ne pas tomber dans ce qui arrive souvent. Souvenez-vous, cela arrive souvent. Cette idée selon laquelle la Chine et la Russie auraient abandonné le Venezuela. Les médias dominants occidentaux diront ceci, que le Venezuela a été abandonné. Ils ont dit la même chose de tous les pays attaqués, parce qu'ils n'aiment pas ce qui se passe lorsque les résultats ne vont pas dans leur sens. Mais la vérité est, et j'y reviendrai plus tard, que la réponse est bien plus complexe que simplement dire « la Chine et la Russie n'en font pas assez ». En septembre, Maduro a présenté un nouveau téléphone portable Huawei lors d'une conférence de presse à Caracas. Il a annoncé que le président chinois Xi Jinping le lui avait personnellement offert, le qualifiant de meilleur téléphone du monde, en affirmant que les services de renseignement américains ne pouvaient pas le pirater. Le soi-disant socialisme nationaliste autoritaire du Venezuela est compatible avec l'idéologie d'État de la Chine. En condamnant verbalement la saisie de pétroliers par les États-Unis, comme elle l'a fait récemment, le gouvernement de Xi peut se présenter comme un allié. Cela sert sans doute aussi à occuper les États-Unis dans leur propre arrière-cour. Alors, voyez-vous ce qui se passe ici?
C'est la Chine qui s'oppose aux saisies de pétroliers. Voilà le problème. Les saisies de pétroliers sont un problème. Or, cette publication, DW, ce média occidental grand public, ne dit même pas que c'est une violation du droit international. C'est ça, l'hypocrisie. Et cela montre aussi que l'Europe, je crois que DBB est allemand, qu'on me corrige si je me trompe, mais ce média occidental grand public est tellement faible, insignifiant et pathétique qu'il n'ose même pas admettre qu'il s'agit d'une violation du droit international. Pourquoi la Chine ne s'y opposerait-elle pas? Depuis plus de 10 ans, les présidents américains se concentrent davantage sur la région Indo-Pacifique, où la Chine est également une puissance dominante. Cela joue donc en faveur de la Chine si les États-Unis sont contraints d'accorder plus d'attention à la situation au Venezuela ou à Cuba. Certains affirment ainsi que la Chine attire les États-Unis en Amérique latine parce qu'elle commerce avec le Venezuela. C'est en somme une gymnastique intellectuelle destinée à donner une mauvaise image de la Chine. Mais en réalité, ils ont reconnu que la Chine aide le Venezuela sur le plan technologique. Les télécommunications sont extrêmement importantes quand on est sous sanction. Non seulement on n'a pas accès à l'industrie des télécommunications dominée et monopolisée par l'Occident, mais cette industrie est en réalité utilisée comme une arme contre vous. Car si vous utilisez les télécommunications occidentales, par exemple comme WhatsApp, vous pourriez en fait vous retrouver dans une situation d'attaque par pager, comme cela s'est produit au Liban. Ainsi, le Venezuela, à ce stade, avec la guerre qui lui est menée, désormais de manière cinétique plus intense qu'auparavant, ne peut de toute façon pas vraiment se permettre d'utiliser cette technologie. Donc Huawei a beaucoup de sens. Quel est l'intérêt de la Russie au Venezuela? Il est également avantageux, sans doute, pour la Russie d'accroître son influence auprès des alliés d'Amérique latine qui contestent la suprématie des États-Unis. Poutine a d'abord reçu la visite du président vénézuélien Hugo Chavez en 2001, après quoi la Russie est devenue le principal fournisseur d'armes du Venezuela. En 2008, Poutine est entré en guerre contre la Géorgie. L'année suivante, Chavez a soutenu Poutine lorsque le Venezuela a fait partie des rares pays, avec le Nicaragua et Nauru, à reconnaître l'indépendance des régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Après la mort de Chavez, Maduro a donc tenté de maintenir la relation étroite du pays avec la Russie. Son pouvoir a été sérieusement menacé, blablabla. Bla, 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 bla. L'essentiel, c'est que dès son premier mandat, après tout l'épisode Juan Guaido en 2019, ils ont essayé de l'installer, l'administration Trump l'a fait, et cela n'a pas fonctionné. Trump a vu à ce moment-là une occasion de se débarrasser de Maduro. Puis la Russie a envoyé 2 avions militaires transportant des soldats et du matériel. Selon l'université ICSI de Colombie, qui n'est pas favorable au Venezuela, d'une certaine manière, Moscou a sauvé Maduro. Pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, les États-Unis ont été contraints de négocier directement avec la Russie au sujet de la situation en Amérique latine. Dans la crise actuelle, cependant, ils ne pensent pas que la Russie soutiendra Maduro. Jusqu'à présent, le soutien du Kremlin n'a été que verbal. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est même pas exact, car à ce stade, en l'absence de guerre cinétique, du moins sur le plan militaire, la Russie fait ce qu'elle doit faire. Prendre des mesures pour contourner les sanctions et rendre ce blocus obsolète. Et ce n'est pas seulement cet incident. Cela s'est produit tout au long de la période du blocus. Un pétrolier sanctionné transportant du nafta russe est entré au Venezuela. Un navire soumis aux sanctions américaines et transportant environ 300 000 barils de nafta russe est arrivé dans les eaux vénézuéliennes le 19 décembre. C'était en quelque sorte le tout début, lorsque les soi-disant guerres des pétroliers ont commencé. Reuters a rapporté qu'un autre navire sanctionné était entré dans l'Atlantique
soulignant les divergences et les décisions de dernière minute des armateurs après que le président Trump a ordonné le blocus. Les données de LSEG ont montré que l'Hyperion, battant pavillon gambien et de taille moyenne, avait accosté sur la côte ouest du Venezuela, chargé de tout ce pétrole. Voici ce qui se passe. La Russie et la Chine ne respectent pas le blocus. Et des deux lieux, les médias dominants occidentaux admettent que les États-Unis ont non seulement un intérêt profond à essayer d'écarter la Russie et la Chine, mais aussi que le soutien de la Russie et de la Chine au Venezuela est significatif, qu'il fait une différence, qu'il aide à contourner les sanctions. Et pour un pays soumis à des sanctions, nous avons vu ce qui est arrivé à la Syrie, n'est-ce pas? La Syrie n'a vraiment pas pu contourner les sanctions pour de nombreuses raisons, en raison de sa situation géopolitique, géographique. Il était très difficile pour la Syrie d'échapper à certains types de sanctions. Les sanctions César ont été absolument brutales. Et bien sûr, la Syrie a pris la seule décision possible, se rapprocher de la Ligue arabe et tenter d'ouvrir des relations économiques avec elle. Ils ont fini par trahir la Syrie, comme on pouvait s'y attendre. Mais c'était justement l'objectif de cette réouverture vers la Ligue arabe et de la tentative de réintégration dans ce réseau d'États vassaux des États-Unis et d'Israël. Cela n'a finalement pas rapporté les dividendes, ni politiques ni économiques, qu'on en attendait, et a peut-être même semé les graines d'un changement de régime en Syrie. Mais le Venezuela est dans une situation différente, car c'est un pays côtier. Le Venezuela est un pays qui possède beaucoup de pétrole, et on peut s'y rendre par bateau, ce qui crée une économie très différente, une situation très différente pour les États-Unis, même pendant ce blocus, alors qu'ils se montrent fiers et provocateurs. Eh bien, c'est là qu'il faut prendre une décision. Allez-vous vous frotter à la Russie et à la Chine lorsqu'elles enverront leurs navires accostés au Venezuela? Je ne le pense pas. Et c'est essentiellement ce qu'on a reproché à Trump. Maintenant, voici une autre publication que je voulais vous montrer provenant de CNBC. Je voulais vous la montrer parce que je pense qu'elle aborde encore davantage le facteur chinois. Comment les saisies de pétroliers américains visant le Venezuela sont liées à la montée des tensions géopolitiques avec la Chine. Cela est survenu après la saisie par les États-Unis du pétrolier battant pavillon panaméen Centuries, une action qui a peut-être nécessité la coopération du gouvernement panaméen. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais le soi-disant ministre des Affaires étrangères du Panama, qui n'est qu'une marionnette des États-Unis, applaudissait le blocus et se réjouissait de la saisie de son propre pétrolier. Une trahison absolue, totale, bien sûr envers les Panaméens, mais en réalité envers toute la région. La Chine, grand acheteur de pétrole brut dans la région, a condamné l'action des États-Unis. Toute coopération du Panama concernant les saisies de pétroliers s'inscrit dans une relation déjà complexe entre la nation d'Amérique centrale, les États-Unis et la Chine, alors qu'ils se disputent le contrôle du canal de Panama. Donc vous savez, après cette saisie, ce n'était que le dernier épisode de Trump promettant d'empêcher les pétroliers de transporter le pétrole vénézuélien et de les voler, ainsi que le pétrole. Mais ils disent que cette mesure pourrait s'appuyer sur une autorité légale, laissant entendre que d'autres saisies sont à venir, visant potentiellement davantage de pétrole destiné au marché chinois. Voilà donc l'aveu. L'aveu, c'est qu'une grande partie de tout cela vise à empêcher la Chine d'obtenir du pétrole. Et n'est-ce pas, en réalité, ce dont il s'agit dans beaucoup de guerres menées actuellement par les États-Unis, et en Israël aussi? Il s'agit d'éliminer ces routes dont la Chine a besoin, les routes maritimes. Cette ceinture, la route de la ceinture et la ceinture maritime de l'initiative des nouvelles routes de la soie,
pour couper ces liens, rendre plus difficile l'importation par la Chine du pétrole nécessaire à son immense économie manufacturière, dans l'espoir de la ralentir. Selon un analyste principal en gestion des risques et conformité chez Kepler, la saisie du pétrolier battant pavillon panaméen aurait pu être effectuée en vertu de l'accord Salas-Becker de 2002, qui autorise les autorités américaines à monter à bord de navires immatriculés au Panama avec seulement 2 heures de préavis. L'aspect le plus intéressant de cette saisie est la suggestion selon laquelle les États-Unis se seraient probablement appuyés sur leur accord d'embarquement préalable avec l'autorité maritime. Cela montre que, sur un total de 23 pétroliers fantômes actuellement identifiés dans la zone économique exclusive du Venezuela, 3 de ces navires battent pavillon panaméen et transportent du pétrole brut soumis à des sanctions. Si le Rangar, le Ragnar, le Balsa et le Larco tentent de partir, cela les expose à un risque accru de détention, car ils opèrent sous pavillon panaméen. Nous pourrions assister à davantage de saisies, comme ce fut le cas avec le Centuries. Donc voilà, c'est la situation. Il s'agit de la Chine, n'est-ce pas? C'est bien là le point. L'aspect le plus intéressant, c'est qu'en exerçant une pression sur le pétrole vénézuélien, on ne met pas seulement une pression énorme sur Maduro, mais on affecte aussi la Chine sur le plan stratégique, a déclaré un capitaine retraité des gardes-côtes et principal responsable de la stratégie et de la sécurité fédérale au sein du Chertoff Group, l'un de ces groupes de réflexion qui, en gros, servent les intérêts de la machine de guerre américaine. Plus cela dure, et gros, plus cela pourrait créer un espace de négociation dans la diplomatie entre les États-Unis et la Chine, car le pétrole vénézuélien est vendu à prix réduit à la Chine. C'est un type de pétrole brut lourd que la Chine peut raffiner. Sans le pétrole vénézuélien, la Chine devra se tourner vers le marché, vers la Russie et le Moyen-Orient, ce qui lui coûtera plus cher. Donc je veux dire, c'est une stratégie stupide. Appelons les choses par leur nom. C'est une stratégie stupide. Combien de fois l'avons-nous entendu? Nous l'entendons de la part de l'administration Trump elle-même, que ce soit à propos de l'Ukraine, du Moyen-Orient ou de l'Asie de l'Ouest. Ils disent toujours la même chose. Si nous resserrons les taux, si nous mettons plus de pression, si nous essayons de frapper plus fort la Chine, la Russie, l'Iran, alors plus d'espace de négociation s'ouvrira. Alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire de ce que sont vraiment les négociations et la diplomatie. On ne va pas à la table des négociations après avoir assommé l'autre partie en disant « Salut ». Sur quoi pouvons-nous nous mettre d'accord? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le monde a changé. Tout a changé. D'accord, voici ce qu'il faut retenir de 2025. Pourquoi l'administration Trump est si inefficace? Pourquoi ce blocus ne fonctionne même pas vraiment? Pourquoi des navires continuent d'entrer? Probablement chinois. Nous voyons des troupes russes. Voilà comment tout a changé. Les États-Unis ne peuvent pas affronter ces pays, les frapper, puis essayer de dire « Maintenant, vous devez faire ce que nous disons ». Nous avons vu cela encore et encore, de la guerre commerciale avec la Chine, au conflit en Ukraine, jusqu'à l'Iran. L'Iran, même après avoir été durement frappé par Israël lors de cette attaque surprise, n'est pas allé négocier avec les États-Unis en disant « Oh, nous abandonnons ». C'était le contraire. Ce sont Israël et les États-Unis qui ont dû aller voir l'Iran et dire « Écoutez, ne bombardons plus Tel Aviv, parce que si cela arrive, nous serons dans une situation très difficile, et cela va provoquer une crise économique mondiale, un bourbier politique mondial pour les États-Unis, pour Israël, et cela nuirait aussi à l'Iran si cela se produisait. Alors, mettons tout cela de côté pour l'instant. Et c'est ce qui s'est passé. On peut le constater aussi avec la Russie. Combien de fois Trump a-t-il dit « Oh, je vais imposer plus de sanctions à la Russie », puis a-t-il déclaré ensuite « Je suis déçu que rien ne se soit passé ».
Voici le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le monde ne peut plus être dicté par les États-Unis comme il l'était autrefois, même dans l'histoire récente, après la chute de l'Union soviétique. Donc, tout d'abord, cela ne convaincra pas la Chine de négocier avec les États-Unis au sujet du Venezuela. En réalité, ce que cela va provoquer, comme on l'a vu avec le représentant chinois aux Nations Unies, c'est qu'ils voudront commercer encore davantage avec le Venezuela, par principe. C'est ainsi que la Chine agit. Quand on lui dit « ne fais pas cela », elle le fait encore plus, parce que cela l'avantage. Plus vous essayez de frapper des pays que vous n'aimez pas, des pays où les États-Unis veulent un changement de régime, plus la Chine va y voir une occasion d'investir et de se développer, car les États-Unis abandonnent et cèdent en réalité tout le terrain dans ce but. C'est exactement ce qu'ils font. Et honnêtement, je le dis tout le temps, mais il faut le rappeler. L'un des éléments qui ont changé de manière spectaculaire dans le lexique politique et économique mondial, en fait, tout au long de ma génération, de toute mon existence, c'est que les États-Unis ne peuvent plus rien offrir de valeur. Il n'y a rien que les États-Unis puissent offrir, car leur système capitaliste monopolistique dépend entièrement de la finance. Tout cela dépend de la dette, d'une dette écrasante, du siphonnage, de l'extraction, de la destruction, et du fait de laisser absolument les pays et la grande majorité de l'humanité dans un état de misère. C'est de cela que tout dépend. C'est pourquoi la guerre fait toujours grimper les actions, parce qu'elle engendre encore plus de souffrance. Et ce qu'ils espèrent, c'est que cette souffrance mènera à une situation stable qu'ils pourront piller. Ce qui m'amène au dernier commentaire que je voulais faire dans ce segment, l'industrie pétrolière. Parce qu'on entend toujours, d'accord, l'industrie pétrolière, elle veut ce qu'elle veut. Elle veut le pétrole vénézuélien. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'ils le veulent, vraiment? Exactement. C'est pourquoi je pense que les États-Unis, et l'administration Trump en particulier, ont du mal à obtenir ce qu'ils veulent dans cette escalade au Venezuela. Je ne pense pas qu'il y ait un consensus sur la possibilité que cette opération de changement de régime fonctionne, notamment parce que le peuple vénézuélien ne va tout simplement pas le permettre. Alors, pourquoi les compagnies pétrolières, selon NPR et Politico, ne sont-elles pas intéressées à retourner au Venezuela? Pourquoi ne sont-elles pas si enthousiastes? Ils ont parlé à quelqu'un nommé Scott Modell, le PDG d'un cabinet de conseil appelé Rapiden, qui travaille avec toutes ces entreprises, Exxon, Chevron, qui est encore au Venezuela, et Conoco. Et je veux aller à... Voyons voir. Je l'avais juste ici. Que se passera-t-il lorsque le changement de régime aura lieu? Et comment les compagnies pétrolières envisagent-elles cela? C'est pour cette raison que je dis que les États-Unis n'ont rien à offrir. Car tout ce qui préoccupe les compagnies pétrolières, c'est de savoir comment obtenir une situation stable pour tout prendre aux populations, plutôt que de chercher comment leur offrir quelque chose qui empêcherait précisément le scénario que je m'apprête à vous lire. Alors, Modell dit, je pense qu'ils envisagent ce changement de régime, n'est-ce pas? Parce que la question, c'est que vous avez eu des conversations avec les membres du conseil d'administration d'Exxon et de Conoco. As-tu une idée de la façon dont les dirigeants des compagnies pétrolières réagissent au développement au Venezuela? Je ne pense pas qu'ils soient pressés de se lancer. Je sais que le président est impatient de voir Conoco revenir, Exxon revenir, et que nous suivions une sorte de changement de régime, littéralement, il dit une sorte de changement de régime, accompagné d'un afflux d'entreprises américaines pour revenir à la situation d'avant. Mais les conseils d'administration seront très réticents tant qu'il n'y aura pas de stabilisation du risque politique au Venezuela. Et cela prendra des années. Je ne pense pas qu'ils se précipiteront pour y retourner.
Ainsi, l'administration Trump n'a même pas le soutien total de l'industrie pétrolière sur ce point. Et certains pourraient dire, « Danny, c'est vraiment difficile à croire. Je ne sais pas si je peux adhérer à ça. » Eh bien non. Combien de fois avons-nous vu l'administration Trump frôler une guerre totale avant qu'il ne soit obligé de faire marche arrière, comme avec l'Iran et maintenant avec le Venezuela? Il se trouve qu'à chaque fois que les États-Unis veulent viser un nœud clé du système énergétique mondial, l'industrie de l'énergie, même si ces pays sont sous sanctions, ils possèdent beaucoup de pétrole et l'Iran a beaucoup de gaz. Ces entreprises doivent se protéger contre ce risque. Si ces pays sombrent dans le chaos et l'instabilité absolue, qui sait quelles conséquences cela pourrait avoir sur le marché? Et nous savons que la guerre a des effets très contradictoires sur le marché pétrolier en général. Donc Trump n'est pas dans une bonne position. L'Empire américain n'est pas dans une bonne position au Venezuela. La Russie et la Chine ont mis son bluff à nu. Elles continuent de commercer avec le Venezuela. Elles soutiennent ouvertement le Venezuela. Et le gouvernement de Nicolás Maduro entretient une amitié à toute épreuve avec la Chine, ainsi qu'un partenariat militaire et économique profond qui se renforce avec la Russie. C'est cela qui maintient la stabilité du Venezuela. Et c'est la direction politique que nous observons dans d'autres parties de l'Amérique latine. Cela ne s'est pas produit en Bolivie. Nous y avons vu un changement de régime malheureux. En Équateur, au fil des années, nous avons constaté de l'instabilité. Et maintenant, il y a un risque en Colombie. Il y a un risque, et nous voyons ce qui est arrivé à l'Argentine, par exemple. Je veux dire, encore et encore, nous avons vu la menace peser sur des pays de toute l'Amérique latine, risquant de devenir essentiellement des relais néolibéraux et des États satellites des États-Unis. Mais c'est la fermeté de Maduro et la résistance résolue du gouvernement vénézuélien face à l'Empire qui empêchent cela de se produire. Et à bien des égards, le Venezuela suit la voie de Cuba, dont personne ne parle, mais qui existe depuis 1959, depuis la Révolution, et dont le gouvernement n'a pas changé depuis. C'est parce qu'ils ont opposé une résistance constante, non seulement au blocus, mais aussi à toute tentative de renverser ce gouvernement. C'est ce qu'il faut. Vous avez besoin d'une organisation politique et militaire pour empêcher votre pays de sombrer dans le chaos, l'instabilité et la destruction de l'Empire américain. Et c'est ce qu'ils font. Il est donc très important de noter que c'est une grande partie de la raison pour laquelle le soutien de la Russie et de la Chine fait une telle différence. Parce que la Russie et la Chine, et c'est ce que les gens doivent comprendre, ne peuvent pas rendre les pays ou les peuples autodéterminés à leur place. Ils ne peuvent pas imposer l'autodétermination à d'autres pays ou peuples. Les peuples doivent la conquérir eux-mêmes, puis en tirer les bénéfices. Et c'est cela, la relation de la multipolarité. On bénéficie de l'ensemble du système. C'est ainsi que cela fonctionne.